Alors, ce framework, on l'a composé en trois grandes couches qui nous permettent un peu de hiérarchiser les différentes choses qu'on doit penser dans sa roadmap, dans son plan, dans son évaluation, dans ses KPI et dans l'organisation de son équipe. Le premier point, on est sur une couche où pour l'entreprise, il faut montrer quelle est son expertise et asseoir sa légitimité dessus. Julie nous détaillera tous ces blocs-là ensuite. Dans chacune des grandes strates, on va retrouver 4 grands blocs pour vraiment aller un peu dans un niveau de détail suffisant. Mais en tout cas, le premier niveau, c'est de dire est-ce que je suis visible sur les sujets qui sont importants? Est-ce que j'arrive à exprimer ce que j'ai à dire? Est-ce que j'arrive à montrer mon expertise? Est-ce que j'arrive finalement en tant qu'équipe marketing à structurer ce que j'ai à dire, à structurer mon message? Ça, c'est le premier niveau. Sans ça, c'est difficile de faire autre chose. On peut s'activer, on peut faire plein de choses, on peut faire de la visibilité. Mais en tout cas, nous, notre croyance, c'est de dire il faut qu'on arrive à convaincre sur le fond des sujets, que vous soyez un cabinet de conseil, un industriel qui doit mettre ses technos dans des solutions, que ce soit dans le bâtiment, dans la construction, dans le transport, dans l'IT, dans l'édition software. Il y a de toute façon toujours des sujets sur lesquels il faut que vous montriez que vous avez de l'expertise et que vous avez une vision, des convictions. Ça, c'est le premier niveau, c'est est-ce que vous arrivez à vous équiper pour que cette partie-là soit couverte. Évidemment, ça veut dire qu'on a des choses à raconter, mais parler dans le désert, c'est pas ce qu'on veut. Donc, il y a aussi toute une brique d'activation où là, il va falloir aller chercher ses prospects, ses personas, ses ICP. Il faut réussir à faire en sorte que son message soit entendu. C'est pas seulement le fait qu'il soit bien exprimé, il faut aussi que les personnes qui comptent pour vous soient voilà, vos auditeurs ou en tout cas vos spectateurs, voilà, qui puissent être en capacité de capter l'info. Et puis après, il y a un sujet d'efficacité. Si on prend 2 équipes marketing qui ont le même budget, qui ont les mêmes équipes, parfois on a d'énormes différences sur la capacité à délivrer les messages marketing et finalement à faire tourner les opérations marketing. Et c'est là où on va retrouver toute la couche de fondation qui vont toucher aussi bien les équipes que les outils, que les process. Et là, on va chercher à se dire, est-ce que j'ai finalement le moteur qui me permet d'être efficace et qui me permet d'avancer suffisamment? Donc ça, c'est un peu notre vision des grands blocs sur lesquels il faut travailler. Encore une fois, suivant d'où vous partez, de vos objectifs et de votre marché, vous allez avoir un mix d'intensité, de ressources, de chantiers à mettre en œuvre sur ces 3 niveaux-là qui vont être assez différents. Pour l'instant, c'est bien normal, ça reste un petit peu théorique. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Du coup, si on reprend la première brique qui était d'affirmer son expertise et asseoir sa légitimité, le premier pilier fondamental, c'est est-ce que j'ai une plateforme de marque et un positionnement qui me différencie de la concurrence. Donc pour ça, est-ce que vraiment j'arrive à exprimer mes différences, ce qui vraiment me distingue de manière claire sur les différentes pages de mon site? Est-ce que j'ai un branding, une identité graphique aussi qui me permet de me positionner différemment? Est-ce que j'incarne bien mes valeurs, ma mission sur mon site? Donc voilà, est-ce que vraiment j'ai une image et une tonalité aussi qui me permet de sortir du lot? La deuxième brique, c'est est-ce que mon site il convertit? Parce que peut-être que je m'exprime bien sur mon site, mais est-ce que depuis les différentes pages, j'arrive à emmener les gens là où je veux les emmener? Donc un téléchargement de ressources, une demande de démo, un contact avec un commercial. Est-ce que j'arrive à emmener les visiteurs sur un parcours qui me permet d'avoir une action concrète de leur part? Est-ce que aussi j'ai des contenus de qualité? Est-ce que je réponds aux attentes et aux besoins de mes visiteurs en fonction de leur stade de maturité? Est-ce que j'ai des contenus découvertes, considérations, décisions? Est-ce que je couvre bien ce funnel? Est-ce que je réponds bien aux différents personas, aux différentes profils de personnes qui vont venir sur mon site? Et aussi, est-ce que j'inclus bien une stratégie événementielle et est-ce que j'utilise bien toute la matière que je vais pouvoir mettre en œuvre dans une stratégie événementielle? Est-ce que je la réutilise bien pour démultiplier ma force de frappe sur différents formats de contenu et sur différents angles de prise de parole? Et enfin, on sait que la partie cas client, preuve sociale est hyper importante. Donc, est-ce que j'arrive à avoir un process un peu automatisé qui tourne tout seul ou en tout cas voilà qui est volumique et pas seulement quelques cas clients, mais est-ce que j'ai une collecte un peu massive
immersif de verbatim client? Est-ce que j'ai là aussi différents formats de cas clients en vidéo, en article, en carrousel pour LinkedIn? Voilà. Est-ce que j'arrive à montrer des éléments de réassurance via toute l'expertise que j'ai pu déployer chez mes clients. Ensuite, sur la deuxième brique, activer, réactiver ses audiences. Là aussi, on a 4 piliers différents. Le premier, c'est est-ce que je suis capable de capter le bon trafic sur mon site via le SEO, aujourd'hui le GEO et le SIA. Est-ce que j'arrive à me positionner sur les bons mots-clés et à attirer les bonnes recherches intentionnistes sur mon site? La deuxième, c'est est-ce que j'utilise LinkedIn à son plein potentiel? Est-ce que j'utilise les différentes briques, à la fois la page entreprise, à la fois la page personnelle de mes dirigeants, de mes collaborateurs, et aussi est-ce que j'utilise le canal Ads qui est aujourd'hui une belle brique complémentaire sur la présence LinkedIn. Est-ce que j'ai des programmes de conquête commerciale qui sont ciblés? Vraiment, est-ce que j'ai commencé à avoir une approche ABM où je vais targeter certains types de comptes et dans des volumes assez réduits, et est-ce que je vais avoir une approche commerciale qui est enrichie par du contenu pour vraiment avoir quelque chose de fin qui permet de personnaliser mon approche et de répondre aux attentes de mes prospects pour vraiment espérer avoir des bons taux de conversion. Et enfin, on n'oublie pas la base installée. Est-ce que j'exploite tous les leads que j'ai acquis de plein de manières différentes et via différents canaux? Est-ce que tous ces leads qui sont rentrés dans ma base, je les nourris au quotidien régulièrement pour continuer à leur apporter de la valeur, leur montrer tout ce que je fais de nouveau par rapport à la connaissance qu'ils peuvent avoir de moi d'il y a quelques mois, quelques années qui a évolué, et que du coup j'ai une démarche active de structuration et alimentation de cette base installée. Ces 2 derniers points là, ils sont souvent un peu passés à côté. Le premier là sur le côté outbound notamment, donc ça veut dire comment j'utilise les ministres, la grosse machine, Wallaxy, des programmes d'outreach dans une logique marketing. Ça passe un peu sous le radar parce que souvent on se dit c'est plutôt quelque chose côté commerce. C'est pas forcément quelque chose dans lequel le marketing doit aller mettre son nez. Et en fait, au contraire, on se rend compte que c'est très puissant quand c'est géré côté marketing. Et puis le nurturing, là, pour avoir fait cette présentation, on l'a joué en live à Paris et à Lyon. Dans 2 sessions physiques, et dans les échanges, c'était 50% des personnes qui étaient dans la salle. Il y avait des sujets autour de ce côté nurturing, de se dire comment j'arrive à cranter ce truc-là. Je sais qu'il faut que je mette en place des choses, mais en fait ça me paraît assez compliqué. Donc stay tuned. On va revenir notamment sur ce point-là. Mais souvent ça, c'est quand même 2 cases qui sont un peu pas oubliées, mais en tout cas un peu sous-côté, en tout cas sur les plans marketing. Et enfin, sur la dernière brique, et non des moindres, sur le côté avoir des bonnes fondations pour être performant, le premier point essentiel, c'est est-ce que j'ai des équipes qui sont à la bonne place? Est-ce que j'ai assez de personnes dans mon équipe pour mettre en œuvre tous les chantiers que j'ai identifiés et que je souhaite mettre en œuvre? Est-ce que j'ai les bonnes compétences? Donc, est-ce qu'il faut que je mette en place des programmes de formation pour accompagner une montée en compétences de certains membres de mon équipe pour me permettre de mettre en œuvre toutes les actions que j'ai listées précédemment? Également, est-ce que mes équipes marketing et commerciales sont alignées? Ça, on sait que c'est aussi un grand sujet dans les entreprises parce que on n'a pas forcément justement les mêmes objectifs. Donc l'idée, c'est d'avoir des objectifs communs, de voir comment le marketing contribue au commercial et comment on s'aligne bien pour savoir quelles sont les attentes du commerce vis-à-vis du marketing et inversement, et avoir des rendez-vous communs aussi pour échanger, se donner du feedback et faire progresser la collaboration au quotidien. Et également, c'est le corollaire, avoir un suivi des performances et des KPI clairs qui vont nous permettre de se dire est-ce que je vais dans la bonne direction, est-ce que j'ai un impact sur le business, pas que sur le trafic, mais est-ce que vraiment j'ai des KPI qui montrent que le marketing permet d'influencer la partie business. Et enfin, est-ce que j'ai la bonne stack technique, est-ce que j'ai des outils qui sont connectés ensemble, qui me permettent de remonter de l'information entre mes différents outils, est-ce que j'ai un accès facile
à la bonne donnée, et est-ce que aussi j'ai une gouvernance de la data, est-ce que j'ai pas de problème de data quality qui vont du coup potentiellement mettre en péril un peu toutes les actions que je vais vouloir mettre en place par ailleurs, parce qu'on sait que c'est un peu la base. Si j'ai pas une bonne data, j'aurais beau faire tout ce que je veux, voilà, j'arriverai pas à grand chose parce que la base est pas réunie. Et du coup, à partir de ce framework, il y a plusieurs manières de l'utiliser. Ouais, peut-être Julie, maintenant là, vous avez le framework en entier là. Peut-être dans les commentaires, ce qui peut être intéressant, on va commencer à dérouler comment est-ce qu'on l'utilise maintenant qu'on a posé le cadre. C'est clairement pas complet, c'est pas la vocation d'être complet, de lister par le menu et de manière très exhaustive toutes les choses qu'il peut y avoir dans une logique de demand gen et lead gen. L'idée, c'est plutôt d'avoir un système qu'on va pouvoir utiliser dans le temps, qui est simple à comprendre, qui n'est pas trop complexe, justement, mais qui couvre les principaux champs d'action. Peut-être dites-nous dans les commentaires, pour vous, quel serait le bloc le plus compliqué aujourd'hui ou qui sera le plus en priorité à travailler sur 2026 chez vous. Et comme ça, en regardant vos réponses, on va commencer à vous dire un peu comment utiliser ce framework, ce cadre de réflexion. Parce que vous allez voir que vous soyez solo ou en équipe, que vous soyez pour regarder dans le passé ou pour vous projeter sur l'avenir, il y a plein de façons. Une fois que ça c'est compris dans vos équipes, il y a plein de façons d'utiliser ça à des moments clés de votre programmation marketing. Donc oui, on voulait vous donner quelques idées de manière dont vous pouvez utiliser ce framework en effet pour créer des échanges dans vos équipes et avoir une approche collaborative de la définition de la roadmap 2026. En effet, il y a une manière de l'utiliser, soit chacun de son côté dans un premier temps, où vraiment chacun se fait le bilan de l'année, des choses qui ont été bien mises en œuvre. Donc voilà, on se dit au vert, qu'est-ce qu'on a bien exécuté cette année, là où on a des KPI qui prouvent qu'on est performant et que du coup on est plutôt bon sur ces briques-là. Au contraire, quelles sont les briques où on a avancé mais on n'est pas encore au vert, soit sur les indicateurs, soit dans l'exécution de la manière dont on met en œuvre ces chantiers-là. Des chantiers où on se dit on a initié des choses, on a démarré, mais on est encore aux prémices de ce qu'on pourrait faire sur ces choses-là. Et des briques où on se dit là on a rien fait, c'est un sujet qu'on n'a pas du tout entamé. Est-ce que c'est la bonne année 2026 pour mettre en œuvre ces chantiers-là? Il faut se poser la question, mais en tout cas de se dire c'est ceux-là on les a pas mis en œuvre, et potentiellement il y a aussi des briques qui resteront grisées parce que elles sont pas pertinentes sur votre secteur d'activité, ou alors il y a justement des blocages techniques qui font que vous n'avez pas les bons outils pour mettre en œuvre certains chantiers, par exemple sur la partie nurturing. Donc il y a forcément aussi des choses qui vont potentiellement pas pouvoir entrer dans la réflexion parce que il y a des blocages quelque part qui empêchent d'analyser finement cette brique-là. Et donc voilà. La photo. On fait un bilan, un assessment, un diagnostic, un audit, appelez ça comme vous voulez. C'est super utile aussi en cas de prise de poste. Vous démarrez dans une nouvelle boîte, vous allez faire un peu votre onboarding, vous allez faire des vies ma vie, vous allez découvrir le business, le secteur, mais vous allez aussi devoir zoomer sur ce qui est fait. Et ça peut donner un cadre de réflexion qui vous permet d'ouvrir les différentes boîtes et de voir si vous avez suffisamment d'infos à avoir. Donc il y a ce côté un peu photo, et puis une photo, c'est intéressant quand on commence à la faire à différents moments, et donc de se dire finalement peut-être tous les 3 mois, tous les 6 mois, je peux refaire cet exercice, peut-être tous les ans éventuellement, en se disant j'essaie de regarder ce qui a bougé, ce qui n'a pas bougé, et de commencer à comprendre pourquoi. Donc, il y a un peu un côté aussi rétrospectif au-delà du côté audit. Une autre façon de voir les choses, quand on a fait cette photo-là, c'est de se projeter. Là, on est plutôt sur la projection, de se dire ok, dans ces différentes briques-là, qu'est-ce que je dois faire, quels sont les chantiers, quels sont les to-do, quelles sont les actions que je vais vouloir faire sur l'année qui vient, ou en tout cas sur la période de temps qui arrive. Encore une fois, ça peut être en mode solo. Soit je me fais une session, soit je l'ai sur un coin de mon bureau, je l'ai transmis dans un Notion ou dans un doc, et puis je coche les cases, je rajoute en fait des to-do un peu quand j'y pense, des chantiers quand j'y pense. Mais c'est aussi très fort en utilisation collective, en se disant en fait on va travailler ensemble à construire le plan d'action. Tout le monde comprend le cadre de pensée, comprend bien les 12 cases. Chacun va réfléchir, peut-être sur post-it, ou on va tout de suite marquer au tableau blanc, dire moi je pense qu'il faut réussir à faire ça. Et ça, on va avoir une première phase
d'itération, on va se dire, on balance tout ce qu'on a, toutes les idées. Et éventuellement, ensuite, je vais commencer à faire des cycles de priorisation, en disant soit par vote, soit par impact, soit par coût, soit par difficulté de mise en œuvre. On va pouvoir venir mettre des critères dessus en se disant, OK, déjà, quelle case est prioritaire par rapport aux autres et à l'intérieur de chaque case, qu'est-ce que je vais pouvoir aller réaliser là-dessus. Donc ça, effectivement, avant de lancer, c'est quelque chose de lancer l'année, c'est quelque chose qui peut être très collectif comme façon de faire. Et puis c'est pas que des to-do. Il y a aussi, si vous voyez le petit changement subtil qui a eu lieu là sur le bas de chacune des cases, c'est aussi l'occasion de commencer à mettre des KPI ou des enjeux ou des objectifs chiffrés en se disant qu'est-ce que je veux aller atteindre. Ok, j'ai ce chantier dans ce bloc-là, mais idéalement, quelle est la target que je me donne. Et quand on fait ce travail-là, derrière, ça peut donner un peu des feuilles de route assez structurées, assez précises, assez concrètes aussi, qui peuvent évoluer dans le temps, mais ça fait un côté sur lequel s'appuyer, sur lequel on va avoir vraiment des choses précises, morceau par morceau. Ça permet aussi de voir, là, typiquement, il y a des morceaux qui sont pas remplis. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est pas volontaire? Est-ce que, en fait, j'avais un trou dans la raquette? Est-ce que c'est des choses qui ont lieu dans d'autres services, auquel cas il faut que je me coordonne pour remonter d'un niveau en disant, moi, à mon échelle, ma feuille de route, elle est sur quel bloc? Ou est-ce que j'ai des dépendances éventuellement sur d'autres sujets? Donc, il y a vraiment ce côté planification des tâches, planification des chantiers, et là-dessus aussi peut-être se donner une vue un peu de timeline, de voir comment est-ce que je phase. Là j'ai une photo sur l'année, mais est-ce que je peux avoir peut-être priorité Q1, priorité Q2, de commencer à étager ça et de se dire finalement on a des mini feuilles de route derrière qui sont plus opérationnelles. Alors on a une question de Violaine qui nous demande est-ce qu'il y a des phases prioritaires, un parcours à suivre pour éviter de revenir en arrière et optimiser le travail quand on travaille avec ce framework. Tu veux peut-être commencer de répondre, Julie? Oui, du coup, l'idée c'est vraiment de définir ce qui est le plus pertinent selon votre mode d'organisation. Est-ce que c'est mieux de laisser chacun regarder de son côté selon lui quel est son bilan et ensuite de mettre en commun, ou au contraire, comme le dit Guillaume, parce qu'il y a des nouvelles personnes dans l'équipe, parce qu'il y a des réorganisations, vaut mieux tout de suite engager un travail collectif. Ça c'est à vous de définir selon votre mode d'organisation et un peu la dynamique que vous voulez mettre en œuvre. Est-ce que vous souhaitez que ça soit très collectif, ou au contraire vous avez déjà entre guillemets certains chantiers qui sont ultra prioritaires dans votre tête et qui sont potentiellement aussi demandés par votre direction, ou en tout cas qui sont des enjeux stratégiques de l'entreprise, qui font qu'il y a certaines choses qui vont un peu devoir s'imposer dans le plan 2026 et d'autres choses sur lesquelles vous allez pouvoir être beaucoup plus collaboratif. Donc voilà, pour moi il y a différentes façons d'envisager ça selon le contexte dans lequel vous êtes. Voilà, l'ordre dans lequel j'aime bien utiliser l'outil, c'est de se dire déjà je fais une rétro, s'il y a une équipe, je fais une rétro ou je me force à faire ma rétro tout seul. Ensuite, normalement, on a un peu des objectifs business qui sont plus grands que des plans d'action marketing. On va se dire, OK, déjà, il faut que je contribue au business. Pour ça, est-ce que je dois juste continuer ce que je faisais l'année dernière, faire 10% de plus, ou est-ce qu'il faut que je lance des nouvelles initiatives? Ça, déjà, pour moi, ça donne un peu des grosses teintes. Et en fonction de ces grosses teintes, en fait, on va avoir des cases qui risquent d'être bloquantes dans l'exécution. Donc déjà, de voir quelles sont les choses qu'il faut que je structure, qui sont bloquantes dans la façon d'opérer. Et puis après, de commencer à avoir les choses qu'on veut lancer, qui ne sont pas forcément bloquantes, mais qui sont des plus par rapport à ça. Et c'est là où, suivant l'organisation, vous allez faire des choses plutôt collectives ou plutôt descendantes. Ça, c'est plutôt en fonction de la culture de la boîte. Violaine, n'hésitez pas à nous dire si on a répondu à la question, ou si la question portait un peu sur autre chose, parce que je pense qu'il y a plein de manières de répondre à cette question-là, notamment sur le côté comment je reviens pas en arrière, comment je refais des choses encore et encore. Je pense qu'il y a un vrai travail ici de se dire la photo sert à voir quelles sont les priorités, et il y a des choses que je vais pas prioriser parce que je peux pas tout faire non plus dans l'année. Il faut que j'abandonne aussi parfois un certain nombre de chantiers. Et justement, ça fait la transition avec la dernière clé de lecture du framework. Une autre manière aussi d'être en mesure de prioriser et de voir si j'ai les moyens de mettre en œuvre tous les différents chantiers listés, c'est de se dire, je mets les équipes, je positionne les équipes sur les différentes briques et sur les différents chantiers identifiés,
chantier et je vois si j'ai assez de personnes pour mettre en œuvre ce que je souhaite faire. Est-ce que j'ai pas des personnes qui reviennent trop souvent dans la plupart des chantiers où du coup je me dis que en fait voilà, ça risque de pas être faisable opérationnellement au quotidien parce que ça va faire beaucoup de choses chez une même personne. Et aussi, est-ce que j'ai besoin potentiellement de ressources externes, soit comme on disait pour former mes équipes, pour les faire monter en compétences sur certains chantiers, ou aussi pour opérationnaliser et avoir une ressource externe qui me permet de démultiplier ma force de frappe sur de la création de contenu, sur de la prise de parole sur LinkedIn, voilà, sur plein de chantiers différents, de voir une équipe interne et une équipe élargie que je pourrais mettre en œuvre pour la bonne réussite de tout ce plan d'action. Cette utilisation, elle est aussi intéressante dans le cadre d'équipes en constitution, en reconstitution ou en croissance. Parce que souvent, ce que nous, on constate, c'est que quand on bascule d'une logique qui incluait pas la Dimension à une logique qui l'inclut, on a déjà souvent vachement plus de contenu. On commence à aller sur des canaux qu'on travaillait pas forcément parce qu'on n'avait pas de la perf court terme, mais on commence à mettre un peu plus de LinkedIn, on commence à se poser des questions du nurturing. Donc en fait, il y a des nouvelles cases qui s'allument, il y a des nouvelles tâches, des nouvelles missions qui arrivent. Et ça pose la question de se dire, déjà comme Julie l'a dit, est-ce que c'est une mission qui doit être portée en interne ou en externe? Mais quand c'est le choix, il est plutôt sur de l'interne. Souvent, ça pose la question d'évolution de job. De se dire en fait dans la job desk, dans la fiche de poste de quelqu'un, qu'est-ce qui doit venir, où est-ce qu'aujourd'hui j'ai potentiellement des gens qui pourraient faire, mais ils ont par ailleurs quand même déjà aussi une charge importante. Donc en fait j'ai peut-être des gens qui s'allument sur trop d'endroits ici et on sait que c'est pas efficace d'avoir des gens qui font un peu de tout, donc ils risquent d'être bloqueurs à un moment, ou juste de d'égratigner, de saupoudrer un petit peu leur expertise dans différents endroits. Donc là aussi c'est intéressant de se dire en dynamique, j'essaie de voir comment mon équipe va évoluer. Si elle évolue pas parce que je peux pas te créer de poste, comment j'enlève de la charge quelque part pour en remettre ailleurs. Si j'ai possibilité de créer un poste, là aussi c'est super intéressant, c'est de mettre des petites cases to be ailleurs, de postes à pourvoir, en se disant j'ai déjà 2-3 cases qui vont venir faire le poste, qui vont rentrer dans la fiche de poste, parce que c'est ces cases-là qu'il faut que j'occupe, j'ai une ambition dessus et j'ai pas forcément de ressources à mettre en face. Et ça permet de voir, est-ce que ma recherche elle est cohérente par rapport au marché, est-ce que je suis en train de chercher un mouton à 5 pattes, est-ce que je suis sur un poste trop étriqué, il y aura pas forcément un full-time dessus, auquel cas peut-être je me pose la question d'un part-time, d'un freelance ou d'une agence. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est temporaire aussi? Donc ça donne plein de clés de lecture aussi pour vous en tant que marketing, aussi aller voir le CFO ou la direction en disant là j'ai besoin d'une ressource temporaire ou durable, j'ai besoin de ce type de profil pour mettre ça. Et puis le dernier point, c'est sur l'évolution des compétences aussi dans votre équipe. Si vous avez des personnes qui sont là depuis 2-3 ans un peu sur les mêmes missions, souvent c'est intéressant de les mettre sur des nouvelles choses, donc il faut avoir une bonne cohérence avec ça. Et ça aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant de confronter cette vue-là avec les entretiens annuels, par exemple, ou les évolutions de poste, en disant il y a une opportunité sur ce sujet-là, on va pas créer une offre en externe parce que il n'y a pas suffisamment de matière pour. Est-ce que c'est un sujet sur lequel tu aimerais aller et qu'est-ce qu'il faut faire pour t'accompagner si jamais tu intègres ça dans ta fiche de poste. Donc, voilà. Donc ça c'est. On vous a dit au départ, on a un framework. L'idée, c'est dans cette période un peu particulière, de pouvoir se dire qu'est-ce que je priorise, où est-ce que j'ai des trous dans la raquette, de quoi mon année sera teintée, comment je fais avec les ressources que j'ai ou que je dois aller chercher. Vous donner un peu un cadre de pensée, parce que plus vous allez utiliser ça, plus finalement pour vous, ça va être assez instantané. Dès que vous verrez en fait une mission, un chantier marketing, en fait, vous ferez le lien avec ces cases-là et ça va prendre beaucoup de sens. Et partout où on l'a déployé, nous, on a pu voir que voilà, ça clarifie les choses, ça résout pas toutes les questions, c'est pas le but, c'est pas un outil de réponse, c'est un outil de cadrage, de visibilité, de communication aussi. Une fois que vous avez fait votre feuille de route, vous avez une façon finalement très simple de l'exposer et de dire voilà quelles sont nos priorités, sur quoi ça va jouer, qui va faire quoi et quels sont les KPI qu'on va chercher. N'hésitez pas à nous dire si ce qu'on vous dit là ça vous provoque des réflexions et si ça vous cadre un peu dans votre approche. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des chantiers, en tout cas des endroits dans lesquels vous pouvez avoir des chantiers. Là ce matin, on voulait pas forcément zoomer sur chaque parce que ça aurait été beaucoup trop long. On vous aurait gardé jusqu'à la fin d'après-midi. Je pense qu'on a plein de trucs à dire sur chacun. Il se trouve aussi qu'on a fait plein de lives sur l'année qui vont mettre un peu de lumière sur chacun d'entre eux. Donc on voulait plutôt zoomer sur quelques points qu'on va revoir ensemble, et donc ça sera finalement notre deuxième partie. Là on va aller sur les focus, sur quelques
tendances, pas que parce qu'il y a des choses qui sont déjà bien installées, mais en tout cas quelques façons de voir les choses et sans doute de pas perdre de vue pour prioriser sur l'année qui va arriver. Donc on va basculer tout de suite sur nos premières briques. On va voir pêle-mêle le sujet des content-based campaigns. On va parler de l'utilisation de l'IA, on va parler de LinkedIn, on va parler de nurturing et on va parler du GEO. Je vois que parmi ceux qui nous suivent, il y en a quelques-uns qui étaient là au live qu'on avait fait avec Kenza il y a quelques semaines sur le GEO. On va pas refaire le live en entier, on va revoir quand même quelques petites choses à avoir en tête, mais on vous mettra les liens pour que vous puissiez aller voir ça.